Mesdames et messieurs, merci de votre confiance à notre chaîne. Bienvenue dans Afrique Midi, les titres. Le capitaine Dadis Camara est rentré en Guinée-Conakry ce week-end. L'ancien putschiste qui a dirigé le pays pendant un an est rentré à Zérekouré pour assister aux obsèques de sa mère. Au Mali, un hommage national a été rendu hier aux 5 militaires victimes de l'accident d'hélicoptère survenu le 12 avril dernier. Vous entendrez le président de la République par intérim, John Kounda Traoré, qui était présent à ces obsèques. Voilà, visite controversée du capitaine Dadis Camara en Guinée-Conakry ce week-end. L'ancien putschiste qui a dirigé le pays pendant un an est mis en cause pour le massacre du 28 septembre 2009. 157 morts, des dizaines de disparus, une centaine de femmes violées. Retour sur cette visite. 3 ans qu'il n'avait pas foulé le sol guinéen. Le capitaine Dadis Camara est rentré chez lui samedi à Zérekouré, sa ville natale, au sud du pays, pour assister aux obsèques de sa mère. Un retour via le Libéria depuis son exil forcé au Burkina Faso. À son arrivée, des centaines de partisans et une délégation gouvernementale. Entre l'ancien chef putschiste et le pouvoir actuel qui a autorisé ce voyage, l'heure semble en effet à l'apaisement. Je tiens personnellement à remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé. Un retour qui fait pourtant grincer des dents. Les défenseurs des droits de l'homme regrettent que la justice n'ait pas saisi l'occasion pour l'entendre sur le massacre d'opposants au stade de Conakry le 28 septembre 2009. Notre souhait le plus ardent et qu'il se présente devant la juridiction guinéenne pour expliquer les faits qui lui sont reprochés. Parce que le massacre s'est passé au moment où il était encore le premier responsable de ce pays. Donc ça l'incombe. 3 ans après, pourtant, le capitaine Dadis Camara a toujours ses partisans. Et ils auraient bien voulu que son retour soit définitif. C'est un fils digne de notre pays. Puisque c'est ici en Guinée qu'il est né et il a évolué ici. Je préfère aujourd'hui le fait qu'il est rentré en Guinée de rester. Il est venu chez lui. Il n'a rien fait ici comme du mal. C'est un citoyen guinéen. Le capitaine Dadis Camara devait pourtant reprendre dès lundi le chemin de son exil burkinabé. L'arrestation de Karim Wade au Sénégal, l'ex-ministre sénégalais et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a été placé hier en garde à vue à Dakar. Pour en parler, notre correspondant au Sénégal, Mamadou Dieye, bonjour. Bonjour Kaba. Alors Dieye, Karim Wade a été interpellé hier soir à son domicile. Vous étiez sur les lieux. De quoi s'agit-il exactement ? Absolument. Tout d'abord, surprise, c'est le sentiment le mieux partagé dans cette affaire dite Karim Wade, dans le contexte bien sûr de la traque des biens mal acquis. Après sa dernière audition à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, M. Karim Wade avait un délai de 2 mois pour justifier la provenance de ses biens, estimé à 694 milliards de francs CFA. Hier donc prenait fin ce délai et ses avocats ont déposé un document donc de 3000 pages pour justifier donc justement la provenance de ses biens. Ce qui n'a pas du tout empêché le procureur d'aller cueillir M. Karim Wade chez lui au point E l'après-midi. Le fils de l'ancien président, au moment où nous parlons, donc, a passé sa première nuit donc à la gendarmerie de Colobane. Le reste, on va se poser peut-être des questions à savoir pourquoi cette garde à vue, qui sont ces autres personnes concernées donc par cette garde à vue. Le procureur de la République, donc spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite, va revenir un peu plus en détail au cours d'une conférence de presse cet après-midi à 16h. Merci Mamadou Dieye pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Kaba. Des scènes de chaos à Bangui, en Centrafrique. Les habitants du quartier de Boirabé fuient après les affrontements qui ont opposé civils et rebelles de la Séléka ce week-end. La plupart des maisons ont été pillées. Des témoins font état d'un carnage.
Aucun bilan officiel encore, mais certains parlent d'une vingtaine de morts. À l'hôpital de l'Amitié de Bangui, les blessés et les déplacés se réfugient. Michel Djotoja accuse les partisans du président Bozizé de vouloir déclencher une guerre civile. Partons en Côte d'Ivoire. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, était sur les sites d'Abobo, Camp Commando et de Yopougon, Camp BAE, pour sensibiliser les ex-combattants. Le message de sensibilisation a aussi porté sur le déroulement effectif du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Le procès du journaliste malien Boukari Daou du Républicain a eu lieu ce matin au tribunal de la commune 4 du district de Bamako. Le journaliste est accusé d'incitation du crime et au délit. L'audience vient juste d'être renvoyée au 23 avril prochain pour délibération. Nous retrouvons sur place Aminata Mariko. Bonjour Aminata. Bonjour Mohamed Kaba. Alors Aminata, vous êtes en direct du tribunal. Quelle était l'ambiance ce matin? En effet, l'ambiance était très tendue ce matin au tribunal de la commune 4 du district de Bamako. C'était le procès de notre confrère du journal Le Républicain, Boukari Daou, qui est poursuivi pour incitation au crime et au délit. La salle était pleine à craquer. Tous les confrères, les journalistes de la presse écrite, parlée et audiovisuelle ont effectué le déplacement et l'atmosphère était très tendue, surtout entre les avocats et les ministères publics. Alors Aminata, vous étiez dans la salle d'audience. Qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive de ce matin? Alors, pour le procès proprement dit, les 16 avocats de Boukari Daou ont demandé tout simplement l'annulation pure et simple du procès. Le prévenu n'a pas été cité. Il doit être cité normalement 20 jours avant le procès et ce n'a pas été le cas. Donc, pour vice de forme, les 16 avocats de Boukari Daou ont tout simplement demandé l'annulation de l'ensemble des procédures. Le ministère public se défend avec l'article 35, 37 et 60 pour évoquer les délits de presse, pendant que les 16 avocats ont parlé de l'article 61 et demandent purement et simplement l'annulation de l'ensemble des procédures contre Boukari Daou, notre confrère du Républicain. Et l'audience a été renvoyée au 23 avril prochain pour en délibérer. Merci Aminata Mariko. Nous restons au Mali. Hommage rendu hier aux 5 soldats victimes de l'accident d'hélicoptère survenu le 12 avril dernier. Ils étaient en partance pour le nord dans le cadre de la reconquête de cette partie du pays aux mains des djihadistes qui ont fui. Voilà sur ces images les 5 soldats accompagnés hier à leur dernière demeure en présence de plusieurs proches et aussi des autorités maliennes. Je vous propose d'écouter ici le président de la République par intérim, Djonkunda Traoré, au cours de l'oraison funèbre. Aux parents des soldats que nous pleurons en ce moment, à leurs camarades, à leurs amis, je voudrais, en tant que père, souligner combien ma peine est grande. À mon nom personnel et au nom de la nation entière, je présente mes condoléances les plus émues. Puisse l'âme des défunts reposer en paix. Puisse Dieu accueillir en son paradis ces martyrs de notre patrie, ces jeunes tombés sur le front de l'honneur. Et puisse Dieu continuer de nous assister pour que nous subissions le minimum de dégâts et de deuil dans la tâche de libération et de sécurisation de notre grand pays. Qu'il le fasse parce que nous avons le droit et la raison de notre côté. Qu'il le fasse parce que nous sommes un pays de paix qui n'a agressé et humilié personne. Qu'il le fasse parce que lui, le Tout-Puissant, sait tout, voit tout et est toujours du côté de la vérité.
que leur âme repose en paix. Nous partons au Sénégal, à Dakar. Hier, l'Association internationale des meuniers de l'UEMOA a tenu son assemblée générale constitutive. Différents thèmes seront discutés durant les 2 jours de travaux, tels que favoriser la production, la promotion collective des produits de la minoterie au sein de l'UEMOA, entre autres. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Alioune Sarr, ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel du Sénégal. Le compte rendu de Louise Tina Sagnan. Les industries meunières des pays membres de l'UEMOA, constatant que la situation des meuniers des pays de la zone se trouve aggravée, s'imposent des mesures appropriées afin d'assurer une protection adéquate au secteur productif agro-industriel de la zone. Un appel aux décideurs sur un environnement favorable des affaires n'est pas en reste. La situation des meuniers des pays de l'UEMOA est marquée par un contexte particulièrement difficile en raison de notre dépendance aux fluctuations du cours du blé, mais aussi à des pratiques de concurrence souvent déloyales et du dumping des États membres hors zone. Ce qu'on demande à l'État, c'est d'être avec nous et puis un environnement favorable. Mais nous avons besoin de protection. Le gouvernement du Sénégal, pour sa part, mesure l'importance de l'industrie agroalimentaire dans l'économie. Il s'engage dès lors non seulement à soutenir l'AIM-UEMOA, mais aussi à prêter une oreille attentive aux préoccupations des acteurs. En effet, avec l'avènement de votre association sous-régionale, nos gouvernements auront désormais des interlocuteurs unis, forts et crédibles pour discuter sur toute question relative au secteur de la farine et qui nécessite des solutions consensuelles. Vous pouvez compter sur mon département et le gouvernement du Sénégal pour avoir une oreille attentive à vos préoccupations. Rappelons que l'Association des industries meunières est à sa première assemblée générale. Experts, décideurs politiques et chefs d'entreprise de la sous-région ouest africaine prennent part à ces assises. Hors du continent, les États-Unis sous le choc après les explosions de Boston. 12 ans après les attentats des tours jumelles, le pays est à nouveau frappé. Hier, 2 bombes ont explosé en plein marathon, faisant 3 morts et une centaine de blessés. Retour sur le film des événements. Nous sommes sur la ligne d'arrivée. Une première explosion, suivie quelques secondes plus tard par une deuxième à quelques dizaines de mètres. La rue est jonchée de débris, des victimes sont coincées sous des échafaudages, d'autres renversées à cause de la déflagration alors qu'elles couraient le marathon. On était dans les places VIP à regarder de l'autre côté de la rue lorsque nous avons vu la première explosion et les gens soufflés par la déflagration. Et ensuite on a vu la seconde un peu plus loin. Je courais, j'étais concentré sur la ligne d'arrivée lorsque j'ai vu la première explosion et tout le tumulte. J'ai vu du feu et de la fumée. Je ne savais pas ce qui se passait et soudain, juste à quelques mètres de moi, une poubelle a explosé et les gens ont commencé à enjamber les barricades et à se marcher dessus. En plus de ces 2 déflagrations presque simultanées, les enquêteurs auraient mis la main sur plusieurs bombes qui n'auraient pas explosé à différents endroits de la ville. Nous allons combiner nos efforts au niveau local et fédéral. Une enquête est en cours, c'est une enquête criminelle qui est potentiellement une enquête terroriste. Des dizaines de blessés ont été envoyés dans les différents hôpitaux de la ville, certains dans un état critique. Les tensions après l'élection présidentielle au Venezuela, les supporters d'Enrique Capriles réclament le recomptage des bulletins de vote. Nicolas Maduro, proclamé président, parle de caprice de bourgeois. Il appelle le peuple à combattre dans la paix, mais des heurts ont éclaté à Caracas. 8 heures du soir, dans un quartier aisé de Caracas. Comme ses voisins, Sandra répond à l'appel du candidat de l'opposition Enrique Capriles, s'armer de casseroles et faire le plus de bruit possible pour protester contre la victoire de Nicolas Maduro. C'est une manière de manifester et d'exprimer la frustration qu'on ressent. Nous pensons vraiment que les autorités électorales nous ont trompés. Je veux que le monde entier sache que nous ne voulons pas tout ça pour le pays. En bas de l'immeuble, les partisans de Nicolas Maduro veulent eux aussi montrer leur force. Nous fêtons le triomphe honnête et juste de notre président, Nicolas Maduro.
Mais l'héritier d'Hugo Chavez a remporté la présidentielle avec un seul point d'écart. Dans la rue, l'opposition crie à la fraude et demande un nouveau décompte des voix. Nous avons la preuve qu'Enrique Capriles a été élu président. Nous dénonçons une fraude. Les autorités électorales et le gouvernement se sont mis d'accord pour élire Maduro, qui est incapable de gouverner le pays. C'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.